Bonjour et bienvenue sur Ocadia pour cette vidéo sur la gestion des stocks. Alors nous allons essayer de répondre à la question: quel est l'objectif des stocks et à quoi servent-ils? Alors les stocks, tout d'abord, on va resituer un petit peu le contexte. Ça correspond à des pièces que vous avez un petit peu partout dans votre réseau supply chain. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, modélisé par les petits triangles rouges, les stocks sont présents un petit peu partout dans votre réseau. Ça peut être chez vos fournisseurs, qui a des matières premières, qui a des stocks de produits finis, éventuellement chez les fournisseurs de vos fournisseurs. Vous avez également des stocks dans votre entreprise. Vous avez probablement des stocks de matières premières, de composants, de sous-ensembles, de pièces semi-finies. Et vous avez également des stocks qui sont dans votre en cours. Donc votre production qui est en cours de fabrication, c'est considéré comme un stock. C'est ce qu'on appelle le WIP, le Work in Progress, donc les encours en français. Donc c'est un type de stock. Vous avez également des stocks dans votre circuit de distribution. Donc si vous avez des entrepôts, des centres de distribution, à chaque fois vous avez des stocks de produits finis. Et vous pouvez éventuellement avoir des stocks en transit dans vos camions, qui sont en cours d'acheminement vers vos centres de production, vers vos centres de fabrication ou même vers vos clients. Donc vous avez des stocks un petit peu partout. Et donc dans ces stocks, on peut avoir plusieurs typologies d'éléments. Vous pouvez avoir à la fois des matières premières, mais aussi des articles ou les composants qui vont servir à la fabrication de vos produits. Donc, l'objectif va être de supporter vos activités de production et les activités de votre entreprise. Et vous avez les stocks de produits finis ou de pièces de rechange qui vont plutôt avoir pour objectif le service client et la satisfaction de vos commandes ou donc la satisfaction client que l'on appelle l'OTD, donc l'on-time delivery. Et donc, plus on va chercher à avoir un on-time delivery élevé, plus on va devoir constituer des stocks importants pour sécuriser. Donc, vous avez bien des stocks à tous les niveaux de la supply chain et comme vous pouvez le constater, la multiplication de ces stocks va générer, vous imaginez bien, des conséquences économiques qui peuvent être élevées puisque dans une grande entreprise, ces stocks peuvent générer des millions d'euros d'argent qui sont immobilisés dans des pièces, soit finies, soit en cours de fabrication, ou alors sous forme de matières premières et de composants. Alors, ces stocks ont plusieurs objectifs. Donc, on va détailler ensemble quels sont ces objectifs. On en a trois principaux. Et on va commencer par le premier, qui est la minimisation de l'investissement financier. Donc, quand vous avez des stocks, un des objectifs, c'est quand même de maîtriser cet investissement et de le minimiser. Donc, comme je vous disais, ça peut représenter des sommes très élevées. On parle de plusieurs millions d'euros, voire dizaines de millions d'euros dans des grandes entreprises. Donc, évidemment, on comprend bien que minimiser cet investissement en stock, c'est quelque chose de très important, puisque lorsque vous avez des stocks de pièces, que ce soit des composants, des pièces finies, il faut considérer ça comme de l'argent qui est immobilisé. C'est de l'argent que vous n'avez pas disponible, que vous n'avez pas dans votre entreprise pour financer d'autres activités. Donc c'est de l'argent qui quelque part va dormir. Donc le premier objectif, ça va bien être de minimiser cet investissement tout en ne mettant pas à risque nos activités de production et la livraison de nos clients. Et donc, on va voir que ça peut être parfois contradictoire. Donc, minimiser l'investissement, ça va être plutôt réduire nos volumes, nos quantités de pièces en stockage dans nos entrepôts, dans nos centres de distribution. D'accord ? Alors, cependant, on a aussi le cas où acheter des grandes quantités de pièces va nous permettre d'avoir des meilleurs prix. Donc, plus on achète, moins on paye cher. Mais au bout du compte, on aura quand même sorti une masse d'argent qui sera plus importante. Donc, on va augmenter notre valeur finale. Et donc, ça va pas forcément dans le sens de la minimisation de notre investissement financier. Donc, il faut faire attention à ces coûts qui peuvent être plus ou moins cachés. Derrière l'acquisition, on a aussi d'autres coûts cachés que l'on va détailler un petit peu plus tard. Mais donc, on va voir que c'est assez complexe, cette notion économique des stocks. En tout cas, c'est l'objectif. Un des principaux objectifs, ça va être de maîtriser cet investissement dans nos pièces de stockage. Alors, le deuxième objectif, ça va être d'augmenter la satisfaction
de nos clients, hein. Puisque plus on va avoir de stock, évidemment, plus on va sécuriser l'approvisionnement de nos clients. Et donc, quand on va vouloir se rapprocher d'un taux de satisfaction de 100%, hein, et bien finalement, le niveau de stock va être exponentiel. Pour atteindre vraiment 100% de satisfaction client, ça va nous obliger à obtenir et à conserver des niveaux de stock très élevés qui peuvent coûter très cher. Donc c'est pour ça qu'on vise jamais 100%, hein, parce que 100% coûte beaucoup trop cher en termes d'investissement de stock. Et donc les objectifs sont généralement compris entre 95 et 98% lorsque l'on parle d'OTD, donc de taux de satisfaction client. Donc le deuxième objectif de ce stock, hein, ça va être bien d'augmenter la satisfaction client et ça va tendre à faire augmenter nos quantités de pièces à stocker. Et le troisième objectif, très important, ça va être aussi de maximiser l'efficacité de nos opérations. Parce qu'il ne faut pas oublier que avoir des pièces en stock, des composants ou des matières premières, a quand même pour objectif de les mettre à disposition de la production pour fabriquer. Et donc, l'objectif que l'on va avoir à ce niveau-là, ça va plutôt être d'avoir des quantités conséquentes, puisque plus on va avoir de quantité de matières premières, de composants, plus on va se mettre à l'abri d'une éventuelle rupture et donc d'une éventuelle coupure dans notre flux de production. Donc ça va plutôt tendre à augmenter nos quantités à stocker. Donc vous voyez que l'objectif va être de trouver un compromis, le meilleur compromis entre ces trois objectifs. La minimisation de l'investissement qui va nous pousser à réduire au maximum les stocks, l'augmentation de la satisfaction client et l'efficacité de nos opérations qui vont, eux, avoir tendance à faire gonfler nos volumes de stock. Donc tout l'objectif va être de trouver le compromis entre ce service client, l'efficacité de nos opérations et un investissement financier pas trop lourd, mais qui permette malgré tout de satisfaire nos clients au bon niveau. Alors, on distingue plusieurs types de stocks, hein. On en a beaucoup, on va en détailler quelques-uns qui sont les plus importants. Alors, je vais d'abord vous parler du stock d'anticipation. Le stock d'anticipation, c'est un stock que l'on rencontre quasiment partout dans toutes nos entreprises et quasiment quel que soit le produit. Donc, le stock d'anticipation, alors, il est assez répandu et son objectif, ça va être, comme son nom l'indique, d'anticiper des événements. Alors, quel type d'événement? Ça va être, par exemple, l'anticipation d'un arrêt de production, d'un arrêt de fabrication. Ça peut être aussi pour anticiper un transfert de production, un produit qui va basculer d'une usine à une autre. Ça peut être aussi en anticipation d'une opération promotionnelle, hein, qui va faire augmenter vos volumes de vente dans les prochains mois, par exemple. Ça peut être également une anticipation des congés ou des périodes de fermeture de vos fournisseurs. Voilà, donc tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles on peut avoir besoin d'anticiper et donc de créer des stocks d'anticipation, c'est-à-dire produire, conserver en stock pour anticiper un événement. Donc ça, c'est un type de stock que l'on retrouve un petit peu partout et qui est très, très répandu. Ensuite, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un autre type de stock qui est le stock stratégique. Donc le stock stratégique, il est très important aussi pour certaines typologies de produits. Donc ça peut être de la matière première ou ça peut être un composant que l'on va considérer comme critique. On va l'utiliser dans des cas où on traite par exemple avec un fournisseur qui est soit peu fiable, soit très éloigné, soit situé dans une zone qui est à risque politique, à risque géographique. Pour toutes ces raisons, on peut avoir besoin d'anticiper et de stocker des composants plus à un niveau plus élevé que ce que l'on stockerait habituellement sur un composant classique pour faire face à un risque qui est considéré plus élevé. Donc que ce soit un produit rare ou difficile à approvisionner, pour anticiper en tout cas ces éventuelles pénuries qui pourraient faire très mal à notre outil de production et qui pourraient nous mettre en rupture, on peut faire le choix de stocker des matières. Donc par exemple, le sujet des terres rares, c'est un très bon exemple. On sait que c'est un composant qui rentre dans tout ce qui va être électronique, produits électroniques. Il y a très peu de fournisseurs dans le monde sur ces produits-là. Donc, de nombreuses entreprises font des stocks de ces terres rares qui vont sécuriser ensuite la production de leurs composants électroniques. C'est un exemple. On a un troisième type de stock qui est le stock de sécurité.
Alors le stock de sécurité, lui, c'est pareil, on va le rencontrer dans quasiment toutes les entreprises et on va le rencontrer au niveau de la plupart de nos composants utilisés pour la fabrication. Donc le stock de sécurité, il se calcule, hein, il se calcule par des formules en fonction de la consommation, du temps d'approvisionnement et du taux de service que l'on souhaite proposer à nos clients. Donc ce stock de sécurité, il va avoir pour objectif de sécuriser une éventuelle rupture de stock sur des composants. Donc on va conserver en permanence un petit matelas de pièces qui va nous servir, alors le moins possible, hein, l'objectif c'est de ne pas tellement toucher à ce stock de sécurité, mais c'est de le conserver en cas d'un événement imprévu qui peut faire que l'on serait en rupture de stock. Le fait de conserver un stock de sécurité va justement nous permettre d'éviter cette rupture par la conservation de quelques composants en stock de sécurité. Donc ces stocks de sécurité, la plupart du temps, on le définit via une politique et la plupart, voire l'intégralité des composants utilisés dans notre fabrication vont avoir un petit stock de sécurité qui sera après à définir au bon niveau, hein, puisque ces stocks de sécurité, ça représente de la même manière que tous les stocks en général de l'argent immobilisé. Son but étant de ne pas trop être utilisé, il est vraiment là en cas d'aléa majeur. Donc on pourrait avoir tendance à vouloir le réduire. Par contre, le réduire, c'est aussi augmenter le risque d'une rupture. Donc tout le challenge va être de positionner nos stocks de sécurité au bon niveau. Ensuite, on a un stock qui s'appelle le stock de découplage. Alors le stock de découplage, il va avoir pour objectif de découpler, par exemple, la fabrication et la demande client. Donc sur ce petit exemple, on a la modélisation d'un stock de découplage qui est situé entre deux postes de travail. Donc là, l'objectif, ça va être de découpler l'amont de la fabrication. On va probablement stocker des pièces semi-finies que l'on va découpler de la fin de notre circuit de production. Ce découplage va nous permettre de réduire les cycles de fabrication par ce petit stock dans lequel on va venir piocher des pièces pour terminer la production et livrer nos clients de manière plus rapide, par exemple. Ça évite de relancer la production depuis le début de notre chaîne. On stocke des pièces à un niveau intermédiaire, un stock de découplage du coup, qui nous permettra de livrer et de raccourcir nos cycles de production et de livraison aux clients. Et ensuite, vous avez tout un tas d'autres types de stocks que l'on entend un peu partout. Donc, je vais vous en citer quelques-uns. Le stock de consignation, c'est quelque chose qui est assez répandu aussi. Alors, c'est un stock qui vous appartient, mais qui est localisé géographiquement chez un de vos fournisseurs, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle un stock de consignation. On peut aussi avoir des stocks en transit. Tous les stocks qui vont considérer l'activité logistique, donc tout ce qui est dans les camions en cours d'acheminement, c'est du stock que l'on va appeler en transit. On a aussi un troisième type de stock qui s'appelle, alors que l'on va appeler l'encours, parce que les pièces qui sont en cours de fabrication dans nos ateliers, c'est un type de stock. Ce sont des pièces semi-finies qui sont en cours de fabrication, mais qui sont, au même titre que des composants stockés dans un entrepôt, de l'argent immobilisé, de l'argent qui ne peut pas être investi ailleurs, et donc c'est un type de stock que l'on peut appeler en cours ou WIP en anglais, Work in Progress. Donc c'est un type de stock qui immobilise de l'argent au même titre que tous les autres types de stock. Donc voilà un aperçu des principaux types de stocks les plus répandus, ceux que vous avez probablement rencontrés dans vos entreprises. Il en existe d'autres, après avec des spécificités, mais en tout cas voilà les plus répandus, ceux que l'on rencontre le plus souvent. Alors, quand on va parler de stock, on va parler de coût complet. Et le coût complet des stocks, c'est une notion qui est majeure. Donc, on va décomposer ensemble les grands éléments de la constitution du stock total. Parce qu'il est très important d'intégrer l'intégralité des paramètres dans le coût du stock. Le stock va beaucoup plus loin que le coût seul de l'article que vous allez acheter. Et c'est très important de le comprendre parce que ça peut être des coûts plus ou moins cachés, mais qui représentent des sommes qui peuvent être très importantes. Alors, on va un petit peu détailler. Le premier élément du stock, du coût,
évidemment, ça va être le choix de l'article. Donc, ça va être le coût d'achat de l'article. Donc, l'article, vous allez avoir des prix différents selon vos fournisseurs. Vous avez un prix d'achat. Vous allez aussi y rajouter des frais éventuels de transport, des frais de douane, des frais d'assurance pour acheminer l'article jusque chez vous. Donc déjà, on rajoute quelques éléments au coût d'achat de l'article. Ensuite, on va avoir un deuxième type de coût qui s'appelle le carrying cost. Donc en français, c'est le coût de possession des stocks. Donc ce coût de possession, il va regrouper l'ensemble des coûts basés sur la possession, donc le fait de posséder des stocks. Donc vous allez porter des stocks et cela ne sera pas gratuit puisque vous allez entretenir par exemple des entrepôts, des magasins pour stocker, vous allez les chauffer, vous allez payer des magasiniers. Et donc tout ça, ça a des coûts, c'est ce qu'on va appeler le coût de possession des stocks. Tous les frais que vous allez engendrer pour conserver des stocks. D'accord ? Troisième élément, c'est ce qu'on appelle les ordering costs. Donc en français, c'est les coûts du passage de commande. Donc quand on va passer une commande à un fournisseur, alors déjà, on a une personne qui va être en charge de ce passage de commande. Cette personne-là, vous allez la payer. Donc le coût de préparation de la commande, le coût de suivi de la commande, vous allez être en contact avec votre fournisseur, éventuellement le relancer, tout ça, ça a un coût. Ensuite, vous avez tout ce qui va être réception de la commande dans vos locaux, qui va être une gestion. Vous avez après toute la comptabilité. Donc globalement, tout ce qui va avoir un rapport avec le passage de la commande va générer des coûts, que ce soit administratif ou du personnel dédié à ces tâches-là. Ça va vous ajouter des coûts que l'on appelle le coût de passage de commande. Et enfin, on a un quatrième élément, alors qui est un peu moins important que les autres, que les trois précédents, que l'on appelle le coût de rupture, en anglais le stock out cost. Donc ce coût de rupture, ça peut être la représentation de l'argent qui a été perdu si on a loupé une vente, par exemple. On a raté une vente à cause d'une rupture de stock, alors c'est de l'argent que l'on n'aura pas gagné, c'est un manque à gagner, donc c'est quelque part un coût. On peut aussi mettre dans cette catégorie tout ce qui va être le traitement des urgences. Donc si vous avez un composant très en retard ou un fournisseur défaillant, vous allez peut-être demander un transport spécial, un transport express qui peut coûter très cher, un transport en urgence. Tout ça pour éviter une éventuelle rupture. Donc c'est éventuellement du coût à rajouter dans le coût complet du stock. D'accord ? Et donc la somme de ces quatre éléments, l'article, les coûts de possession, le coût de passage de commande et les éventuels coûts de rupture vont constituer le coût total des stocks. D'accord ? Donc ça, c'est un élément très important. C'est un élément qu'il faut toujours garder en tête et raisonner en coût total, en coût complet. Seule cette réflexion en coût complet va vous amener à pouvoir prendre les bonnes décisions sans occulter un élément ou un autre. D'accord ? Donc très important, cette notion de coût complet. Donc voilà pour l'essentiel des stocks. Ce que vous pouvez retenir de tout ça, c'est que la gestion des stocks, la politique de stock, c'est une discipline qui est complexe. C'est une discipline aussi qui a des répercussions économiques très importantes, des répercussions financières très importantes dans les sociétés, d'où l'intérêt et l'obligation de définir une réelle politique de stock pour définir les manières dont on va gérer dans notre entreprise avec ses spécificités, une politique pour gérer nos composants, nos matières premières et éventuellement nos produits finis. D'accord ? Donc voilà ce que l'on peut dire. Pour ceux qui veulent approfondir, je vous invite ou vous donne rendez-vous sur les autres vidéos et notamment dans le parcours complet supply chain, le parcours certifiant, dans lequel nous approfondissons en profondeur le sujet de la politique de stock et de la gestion des stocks. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.